Un accord de principe avec le gouvernement. Donc la mission elle-même n'est pas habilitée à conclure définitivement, à approuver le nouveau programme. L'approbation est du ressort du conseil d'administration du FMI. Donc pour le moment, on a un accord de principe sur les éléments du programme qu'on va présenter pour approbation au conseil d'administration, donc mi-décembre 2019. Le programme est un programme sans décaissement, donc c'est un peu comme l'ancien programme de l'ISPE, sauf que l'ICPE est un nouvel instrument assez similaire, mais ouvert à tous les pays membres du FMI. Donc il n'y a pas de catégorisation pays à faible ou revenu élevé. C'est ouvert à tous les membres et c'est un instrument un petit peu plus flexible que l'ISPE, dans le sens où on ne doit pas conclure des revues à date précise, mais on peut donner un peu plus de temps pour finaliser certaines réformes. Donc il y a un peu plus de flexibilité. Mais c'est un programme donc sans financement du FMI. Deuxième question. Le blocage des prix des hydrocarbures a eu une importance importante du fait de l'évolution des prix internationaux en 2017 et 2018. Donc un des principes forts du nouveau programme est d'une part le règlement des montants qui sont restés impayés au niveau de la compensation tarifaire et autres obligations envers le secteur. Alors pour 2019, en fait je viens à votre question suivante. Pour 2019, ça veut dire le rôle de la LFR2, c'est de prendre en compte les obligations restées impayées mais qui n'étaient pas couvertes budgétairement avant. Donc on pense que c'est une excellente démarche d'avoir une sincérité du budget et de faire un réaménagement au niveau des dépenses pour introduire l'espace pour permettre de ne plus avoir d'impayés pour 2019. Et on a fait également un inventaire des obligations résultant des années précédentes. Et ça sera apuré dans la LFI 2020 et 2021, essentiellement. Donc on pense que... Alors oui, pour répondre à votre deuxième question, il y a eu une incidence qui n'était pas prise en compte jusque dans la LFR 1. Donc je pense que l'objectif du programme, c'est de repartir sur des bases de gestion des finances publiques saines, et de prendre en compte et de mettre à plat les obligations qui étaient précédemment impayées. Et on a eu une interruption de programme, et je pense que la dynamique du nouveau programme, elle est justement de nature à rétablir les équilibres. Je ne peux pas vraiment parler pour le passé. On a toujours recommandé d'appliquer des mécanismes de vérité des prix. Le blocage a été décidé. Maintenant, il y a eu des incidents sur le budget, mais c'est difficile d'apprécier au jour le jour cette incidence. Donc, il faut un moment qu'on fasse une évaluation de l'état des lieux, ce qu'on a fait maintenant. Non, je suis pas de leur avis. Je trouve que c'est un pays extrêmement dynamique et un potentiel important. Avec la première phase du plan Sénégal émergent, on a réussi à enclencher une dynamique de croissance élevée. Donc on est passé de taux de croissance de 3-4% pendant longtemps à des taux de 6-7%. Donc il s'est quand même passé quelque chose. On a une croissance de 6% en 2019 qui aurait pu être un peu plus élevée, qui est ramenée à 6 par rapport à une prévision antérieure de 6,6 parce qu'on a eu un démarrage assez faible au niveau de l'année, mais on est en train d'avoir une dynamique qui va en s'accélérant et on prévoit 6,8% de croissance en 2020. À moyen terme, on a également, comme j'ai dit, des perspectives très favorables. Alors il y a l'investissement privé, également les investissements dans les ressources en hydrocarbures. Je pense que c'est un pays dynamique et l'émergence est à portée de main.
Maintenir la viabilité des finances publiques et de la dette. Donc je pense que ça c'est un point important, donc c'est le deuxième pilier du programme. Le premier pilier qu'on essaie vraiment de mettre en avant, c'est avoir des actions concrètes pour encadrer et favoriser le développement du secteur privé. Je dirais à deux niveaux, au niveau des entreprises, d'encourager le développement et l'accès au privé, l'accès au financement des PME. Et l'autre volet, c'est le volet éducation et formation professionnelle. Donc d'améliorer les qualifications des jeunes et qui arrivent sur le marché du travail. Et le troisième volet, ça va être la gestion saine des hydrocarbures dans le futur. Ok, alors première question, d'accord. On a un accord de principe avec le gouvernement. Donc la mission elle-même n'est pas habilitée à conclure définitivement, à approuver le nouveau programme. L'approbation est du ressort du conseil d'administration du FMI. Donc pour le moment, on a un accord de principe sur les éléments du programme qu'on va présenter pour approbation au conseil d'administration, donc mi-décembre 2019. Le programme est un programme sans décaissement, donc c'est un peu comme l'ancien programme de l'ISPE, sauf que l'ICPE est un nouvel instrument assez similaire, mais ouvert à tous les pays membres du FMI. Donc il n'y a pas de catégorisation pays à faible ou revenu élevé. C'est ouvert à tous les membres et c'est un instrument un petit peu plus flexible que l'ISPE, dans le sens où on ne doit pas conclure des revues à date précise, mais on peut donner un peu plus de temps pour finaliser certaines réformes. Donc il y a un peu plus de flexibilité. Mais c'est un programme donc sans financement du FMI. Deuxième question. Le blocage des prix des hydrocarbures a eu une importance importante du fait de l'évolution des prix internationaux en 2017 et 2018. Donc un des principes forts du nouveau programme est d'une part le règlement des montants qui sont restés impayés au niveau de la compensation tarifaire et autres obligations envers le secteur. Alors pour 2019, en fait je viens à votre question suivante. Pour 2019, ça veut dire le rôle de la LFR2, c'est de prendre en compte les obligations restées impayées mais qui n'étaient pas couvertes budgétairement avant. Donc on pense que c'est une excellente démarche d'avoir une sincérité du budget et de faire un réaménagement au niveau des dépenses pour introduire l'espace, pour permettre de ne plus avoir d'impayés pour 2019. Donc c'est attendez. Extra-budgétaire, ce que vous venez de dire. Non, ça est inclus dans la loi de finances. Et donc une sincérité de la loi de finances. Donc ça, c'est pour avoir sur 2019 toutes les obligations du gouvernement couvertes en 2019. Et on a fait également un inventaire des obligations résultant des années précédentes. Et ça sera apuré dans la LFI 2020 et 2021, essentiellement. Donc on pense que, alors oui, pour répondre à votre deuxième question, il y a eu une incidence qui n'était pas prise en compte jusque dans la LFR 1. Donc je pense que l'objectif du programme, c'est de repartir sur des bases de gestion des finances publiques saines et de prendre en compte et de mettre à plat les obligations qui étaient précédemment impayées. Pas une défaillance, on a eu une interruption de programme. Hein. Et je pense que la dynamique du nouveau programme, elle est justement de nature à rétablir les équilibres. Bon, je ne peux pas vraiment parler pour le passé. On a toujours recommandé d'appliquer des mécanismes de vérité des prix. Le blocage a été décidé. Maintenant, il y a eu des incidences sur le budget, mais c'est difficile d'apprécier au jour le jour cette incidence. Donc il faut un moment qu'on fasse une évaluation de l'état des lieux, ce qu'on a fait maintenant. Madame. Beaucoup d'observateurs prennent un sombre du Sénégal côté situation économique
pour vous? Bon, je suis pas de leur avis. Je trouve que c'est un pays extrêmement dynamique et un potentiel important. Avec la première phase du plan Sénégal émergent, on a réussi à enclencher une dynamique de croissance élevée. Donc on est passé de taux de croissance de 3-4% pendant longtemps à des taux de 6-7%. Donc il s'est quand même passé quelque chose. On a une croissance de 6% en 2019 qui aurait pu être un peu plus élevée, qui est ramenée à 6 par rapport à une prévision antérieure de 6,6 parce qu'on a eu un démarrage assez faible au niveau de l'année, mais on est en train d'avoir une dynamique qui va en s'accélérant et on prévoit 6,8% de croissance en 2020. À moyen terme, on a également, comme j'ai dit, des perspectives très favorables. Alors il y a l'investissement privé, également les investissements dans les ressources en hydrocarbures. Je pense que c'est un pays dynamique et l'émergence est à portée de main. La viabilité des finances publiques et de la dette. Donc je pense que ça c'est un point important. Donc c'est le deuxième pilier du programme. Le premier pilier qu'on essaie vraiment de mettre en avant, c'est avoir des actions concrètes pour encadrer et favoriser le développement du secteur privé. Je dirais à deux niveaux. Au niveau des entreprises, d'encourager le développement et l'accès au privé, l'accès au financement des PME. Et l'autre volet, c'est le volet éducation et formation professionnelle. Donc d'améliorer les qualifications des jeunes et qui arrivent sur le marché du travail. Et le troisième volet, ça va être la gestion saine des hydrocarbures dans le futur. Je dirais un des principes forts, c'est encore une fois de s'assurer que on n'accumule pas de nouvelles obligations impayées durant une année. Donc en ce qui concerne les prix des carburants, ça va aussi vouloir dire d'inscrire les montants dus de subventions dans le budget ou alors d'ajuster les prix pour éviter qu'on se retrouve dans la situation où on accumule ces impayés. L'appréciation de la situation en Arabie Saoudite pour le moment, c'est que c'est temporaire. Les réserves et l'offre étant par ailleurs abondantes, donc sur le long terme, on s'attend à une amélioration de la situation, mais on reste tributaire des tensions et de la situation géopolitique internationale. Donc notre recommandation, c'est d'assurer que les prix soient de manière à éviter les besoins de subventions. L'important étant d'améliorer la viabilité du secteur, je dirais énergie et électricité, pour permettre le succès de la stratégie de gas to power et le développement des hydrocarbures. À permettre le décaissement d'appui budgétaire important de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement. Donc même si on n'a pas de financement nous-mêmes, on catalyse les financements d'autres partenaires. Ça permet également au Sénégal d'aborder les marchés internationaux, régionaux, encore une fois avec ce gage de bonne conduite. Donc ça permet de limiter les coûts de l'endettement. Rappelez-moi la fin de votre question. L'accord de principe, il est sur la base des principes que j'ai mentionnés tout à l'heure. Donc une LFR2 qui inclut la totalité des montants dus par le gouvernement non budgétisés précédemment en 2019 et la couverture d'une partie des impayés antérieurs de la Société d'électricité. Et une loi des finances 2020 qui soit également réaliste, donc qui intègre une partie des montants impayés au niveau de 2017 et 2018, tout en respectant les objectifs de déficit. Donc je pense que c'est des engagements forts. Ça va demander de sérier, de prioriser les dépenses nouvelles.
mais ça va aussi permettre d'éteindre des obligations envers des entreprises privées qui souffrent de ne pas être payées en fait. Donc ça, c'est les principales garanties. Les engagements sur le moyen terme sont au terme de certaines mesures structurelles, je dirais, qui donnent du concret, qui permettent d'avancer sur les 3 objectifs du programme. Alors je pense que la bonne nouvelle, si on peut dire, c'est que le volume de production d'hydrocarbures ne sera pas aussi significatif que dans d'autres pays comme le Gabon. Donc on n'aura jamais plus qu'environ 5% du PIB en ressources et 2% du PIB en recettes venant des hydrocarbures. Donc c'est des montants par rapport à un taux de pression fiscale qui est maintenant aux environs 17%. Donc c'est des montants qui restent gérables, donc, et qui ne vont pas dominer l'économie. Et je pense que le gouvernement a en parallèle une stratégie au niveau énergétique qui vise d'une part donc le gas to power, à privilégier le gaz, donc remplacer la production par du heavy fuel oil, d'aller vers le gaz. Donc ça, c'est déjà plus sain. Et il y a également une volonté d'accroître la part des ressources non renouvelables dans la production de l'énergie. Donc je pense que si on met le tout ensemble, le mix énergétique du Sénégal sera probablement plus favorable que beaucoup d'autres pays. Donc je pense que la stratégie, elle est extrêmement, je dirais, intelligente, dans le sens où on a une vision sur le long terme qui fait du sens pour le Sénégal. Régional, on pense que c'est une bonne approche. Le Sénégal, jusqu'à l'an dernier, avait limité son recours au marché régional, donc on avait eu un nouvel eurobond. Cette année, on a privilégié le marché régional, alors qui est redevenu liquide. Donc au niveau de la région, on a une situation relativement apaisée, où on a plus de liquidité, on a un montant de réserve de 4,6 mois d'importation à peu près au niveau de la sous-région. Les besoins du gouvernement en matière de financement sont couverts en partie par... Pour nous, ce qu'on recommande, c'est la diversification au niveau des sources de financement. Il se trouve que c'est relativement avantageux comme taux sur le moyen terme. D'ailleurs, l'appétit, le gouvernement a réussi à lever... Les émissions ont été sursouscrites, hein, et on a réussi à lever plus que ce qu'on demandait. Donc je pense que le marché est favorable. La combinaison de moyen terme, de recours sur le marché à court terme, ça participe à la bonne gestion de la trésorerie. Sachant qu'on a toujours la même difficulté, que les appuis budgétaires tentent à arriver en bloc en fin d'année. Donc il faut gérer la liquidité entre-temps. Donc si on peut obtenir du moyen terme un peu moins cher, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. La deuxième question, le budget programme, c'est effectivement une réforme ambitieuse. Alors on a un conseiller technique de long terme qui est au ministère des Finances, qui travaille du côté des collègues du ministère pour aider à faire la bascule en budget programme. Donc il y a une préparation qui est faite. C'est clair que on ne peut pas garantir que ça va se passer sans problème, parce qu'on s'y prend un peu tard, il y a beaucoup de questions à régler. Mais je pense que pour l'essentiel, ils ont bien avancé. Le système d'information qui accompagne la mise en œuvre devrait être prêt. Donc ça, c'est une grande partie il y a beaucoup de pays où la réforme a un peu trébuché, parce que le système d'information n'était pas adapté, il n'y avait pas les bons codes. Donc là, ils y travaillent. Le défi supplémentaire avec la déconcentration des ordonnancements
Il y a eu un pilote dans certains ministères. Ils se sont aperçus effectivement que c'était compliqué. Je pense qu'on a appris de cette expérience et ça devrait mieux se passer par la suite. Ce qu'on recommande pour ça, c'est d'avoir une meilleure maîtrise des engagements budgétaires. Donc pas qu'on relâche la totalité des engagements, qu'on ait des plafonds trimestriels qui soient bien communiqués aux ordonnateurs, au ministère, pour éviter qu'on perde le contrôle de l'exécution du budget dans un cas où on devrait par exemple devoir faire une régulation sur les dépenses. Donc ça, on aimerait qu'il y ait un peu plus de travail sur des plans d'engagement mensuels et trimestriels, qu'on ait ensuite dans la foulée les plans de passation de marché et les plans de trésorerie qui vont avec, pour avoir une gestion du budget, je dirais, plus linéaire. Alors, je crois que donc, avec l'ICPE, on est vraiment, au jour d'aujourd'hui, extrêmement loin des anciens programmes d'ajustement structurel. On ne parle pas du tout de ça. On parle d'accompagnement des réformes du gouvernement au titre du plan Sénégal émergent. Donc, par exemple, en ce qui concerne le secteur privé, on s'aligne sur les priorités qui sont définies dans le cadre du compact avec l'Afrique qui est suivi avec l'Allemagne, parce qu'il y a déjà une priorisation des actions du gouvernement. Donc on n'est pas... au plus, l'interaction du gouvernement avec les partenaires sera, je dirais, coordonnée et alignée, au plus on aura un impact sur les réformes qu'on suit. Donc on n'est pas en train de demander des réformes à tout bout de champ dans tous les domaines. C'est vraiment extrêmement ciblé sur des grandes mesures que le gouvernement entend lui-même déjà porter, mais qui vont amener un résultat au niveau de la croissance, au niveau de la stabilité macroéconomique, au niveau de l'atteinte des objectifs budgétaires. Donc je pense que c'est une dynamique un peu différente d'accompagnement, de mesures qui sont pour la plupart déjà en cours. On fait simplement un éclairage particulier au niveau du programme pour avoir, je dirais, une masse critique qu'on suit et qui est gage de la bonne tenue de l'ensemble du programme. Au niveau des efforts pour les dépenses de fonctionnement, je pense que c'est important pour le gouvernement de faire des efforts, de réduire son train de vie pour dégager de l'espace pour les dépenses sociales ou l'investissement. Donc si on agit sur les téléphones des fonctionnaires, les véhicules, rationaliser le nombre des agences, nous, on n'a pas de problème tant que ça n'empêche pas le fonctionnement normal de l'administration. Je pense qu'il y a encore beaucoup de marge pour éviter que ça soit le cas. Donc, tout ce qui est dépenses, je dirais, un peu moins prioritaires, qui sont un peu plus de prestige, c'est réglementé dans tous les pays du monde, donc il n'y a pas de raison que ça ne soit pas le cas au Sénégal. Donc je pense que c'est une bonne dynamique. Au niveau des recettes, je ne sais pas de quelle taxe vous parlez au niveau de la douane, parce que je ne suis pas sûre qu'on en ait entendu parler, mais l'effort de collection des recettes qui est fait maintenant vise d'abord à récupérer les impayés qui étaient accumulés de par le passé, à s'assurer que les contribuables inscrits payent ce qu'ils doivent. Et la deuxième phase, qui est la plus importante, c'est vraiment l'élargissement de l'assiette. Donc d'élargir la base des contribuables, sachant qu'il y a un minimum de particuliers d'entreprises qui contribuent aux recettes. Donc je pense que au plus on élargit la base, au plus après on peut réduire le poids fiscal sur chacun. Et aussi l'idée d'avoir un contribuable qui participe au développement du pays. Donc on contribue, mais on reçoit en contrepartie des meilleurs services publics, l'investissement, etc. Donc je pense que ça part d'une bonne
d'une bonne dynamique. Oui, bah justement, c'est exactement ce qu'on est en train d'essayer de faire avec le programme, parce que c'est ce qu'on dit au gouvernement. Vous pouvez avoir toutes les initiatives ou fonds de développement ou d'incubation de la PME. La mesure qui sera le plus porteuse pour le développement du secteur privé, c'est que vous payez vos factures. Donc ça, c'est bien clair. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup insisté et on a eu beaucoup de bonne volonté du côté du gouvernement. Donc on a un inventaire qui est assez exhaustif de tout ce qui est impayé et qu'on va devoir régler et de voir comment on peut apurer ça rapidement pour permettre justement au secteur privé de continuer. L'idée vraiment, c'est qu'à terme, l'État ne devrait plus être le seul moteur de l'activité et de la croissance. Donc, les entreprises devraient pouvoir voler de leurs propres ailes, sachant qu'il y a un cadre juridique de résolution des conflits commerciaux fiables, qu'on puisse accéder au crédit, etc. Donc, les conditions cadres, une fois qu'elles sont là, l'État ne devrait plus être le facteur premier de création d'activité.